Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire du CRIP qui s'inscrit dans la continuité du webinaire qu'on a eu l'année dernière. Donc ce webinaire est organisé en partenariat avec Zetali. Cette fois-ci, le sujet qui va être abordé est le sujet du FinOps, qui est donc un prérequis à la modernisation du mainframe. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de 5 intervenants. Nous aurons avec nous Emmanuelle Olivier Paul, qui est présidente et fondatrice d'Advice. Nous aurons aussi avec nous Olivier Dersch, qui est senior advisor CTO et ESIT Consulting indépendant. Nous aurons Marc Béchy, directeur des ventes de Zetali, et Stéphane Rousset, responsable département mainframe travaillant à Orange, et Karine Leboulanger, responsable système ZOS d'Orange également. Avant de commencer le webinaire, quelques règles pour le bon déroulement de celui-ci. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de la présentation. Nous y répondrons plutôt en fin de webinaire. Durant la totalité du webinaire, vos caméras et micros sont coupés. Et par ailleurs, je vous informe que ce webinaire est enregistré. Vous recevrez le replay dans quelques jours. Nous vous souhaitons un très bon webinaire et je laisse la parole à nos chers intervenants. Bonjour à tous et à toutes, Emmanuelle Olivier Paul, présidente fondatrice d'Advice. J'ai le plaisir d'ouvrir la session. Tout d'abord, je remercie les équipes du CRIP pour l'organisation de ce webinaire table ronde qui, comme vient de l'annoncer Léa, on va porter du sujet clé qui est FinOps, le prérequis à la modernisation du mainframe. Alors, durant les 40 prochaines minutes et un peu plus, puisqu'on aura un petit temps de session pour les questions-réponses qui seront allouées, nous ferons en sorte de vous partager nos points de vue, nos expertises, nos expériences, et puis bien sûr de vous répondre afin de mieux appréhender une stratégie de modernisation du mainframe sous l'angle FinOps. Alors, comme je viens de le dire, moi j'ai le plaisir d'ouvrir un petit peu le débat avec un état des lieux et un constat que nous partageons tous aujourd'hui. Le mainframe est sous contrainte à différents niveaux et cette contrainte oblige les organisations à se lancer dans une stratégie de modernisation du mainframe et de plus en plus sous l'angle FinOps, et on va voir comment. Alors, dans les différentes études que j'ai pu analyser sur la thématique, il y en a une qui a retenu toute mon attention. 74% des décideurs informatiques pensent que le mainframe a un rôle clé à jouer dans la transformation numérique de leur organisation. Ils le considèrent également comme une plateforme stratégique sur le long terme, eu égard à ses nombreux atouts. Donc le mainframe est bien toujours là, il est toujours présent. En revanche, on voit qu'avec les évolutions, notamment des technologies du numérique, il est de plus en plus sous contrainte. Alors, tout en étant au cœur des systèmes informatiques, ne serait-ce que par sa sécurité, qui reste un des éléments majeurs, avec la rapidité de traitement de gros volumes de données, et aussi sa haute disponibilité ainsi que sa fiabilité. Tous ces éléments-là restent des atouts indéniables que les organisations qui l'utilisent et qui l'ont toujours effectivement en interne souhaitent effectivement conserver. En revanche, elles font face à de nouveaux enjeux, notamment autour de l'agilité. Il faut aussi de l'adaptabilité. Il faut intégrer les futures innovations en numérique, comme je viens de le dire précédemment, ainsi que les nouveaux modèles de consommation de ressources et de traitement informatique, comme celui du cloud computing. Donc, tous ces éléments-là, en fait, vont venir stresser le mainframe. Et aujourd'hui, elles ont enclenché, pour bon nombre d'entre elles, des projets de modernisation. Et ces projets-là sont un vrai enjeu stratégique. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai mis en avant l'exemple du Crédit Agricole, qui est un projet de réduction de l'empreinte mainframe et de modernisation de son mainframe d'ici 2025. 80% de ce patrimoine informatique du Crédit Agricole tourne sur mainframe aujourd'hui. Et aujourd'hui, les tensions qui sont remontées par l'entreprise portent sur 4 domaines. La concurrence avec l'émergence des banques en ligne de nouvelle génération, la volonté d'avoir des technologies et d'utiliser des technologies plus agiles dans ce contexte. Là aussi, la mise en conformité réglementaire, on peut parler par exemple de DSP2, et puis des contraintes de coûts. On reviendra sur ces contraintes de coûts, du moins les intervenants qui vont me suivre en reparleront de manière plus approfondie.
Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, notamment dans le cadre du Crédit Agricole? C'est l'arrêt de l'ajout de nouveaux usages qui vont venir appeler des ressources sur le mainframe, la volonté d'optimiser et de rationaliser aussi les utilisations qui en sont faites, et puis tout un programme de modernisation et de réurbanisation. Alors, le point positif dans tout ça, c'est que la bonne nouvelle, je dirais, c'est qu'il est possible d'envisager plusieurs approches permettant d'intégrer les nouveaux écosystèmes numériques tiers avec justement des environnements mainframe. Aujourd'hui, l'enjeu des entreprises qui ont investi dans des plateformes mainframe se situe à 4 niveaux. Accélérer leur transformation numérique, gagner en agilité, flexibilité et performance, c'est ce que je viens de dire précédemment, réduire les coûts et optimiser la valeur des investissements qu'elles ont effectués sur ces plateformes-là, et étendre leurs capacités vers des applications et des systèmes tiers, notamment donc à forte composante cloud et de plus en plus à composante cloud. Comme vous pouvez le voir sur les statistiques qui vous sont projetées, aujourd'hui 80% des décideurs indiquent que leur organisation doit se transformer rapidement pour rester concurrentielle en modernisant les applications mainframe et en adoptant une approche plus ouverte. Donc cette notion vraiment d'ouverture est très très importante. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en regard? Ils ont augmenté par 2 la part de, du moins, ils ont du moins deux fois plus de décideurs indiquent qu'ils vont corréler leur actif mainframe avec des environnements dans le cloud hybride. Ça, c'était sur la période 2018-2021. Si on se projette à un peu plus long terme, à 2023, on voit que la part effectivement du mainframe est toujours fortement présente et il va être combiné encore de manière plus forte avec notamment des environnements qui sont hébergés dans le cloud. Donc, le mainframe a bien une valeur ajoutée inégalée sur des périmètres bien définis. Et tout l'enjeu aujourd'hui est de le moderniser avec maîtrise afin qu'il intègre les nouveaux écosystèmes numériques tiers, hein, comme on vient de le voir, et à travers les données qui vous ont été présentées. Donc, les approches que les entreprises vont combiner sont de plus en plus hybrides. Elles vont faire le choix de soit faire ce qu'on appelle du replatforming, soit de réarchitecturer certains points de leur système d'information, voire pour d'autres domaines capitaliser sur le mainframe. Alors, les défis à relever du côté du mainframe dans ce contexte-là sont nombreux. On a essayé de les synthétiser sur cette planche, hein, sur cette slide. On va en retenir 3 et qui seront détaillés un petit peu plus après. La réduction et la maîtrise des coûts du mainframe, donc le Total Cost of Ownership. Cette réduction, cette maîtrise des coûts passe par une optimisation de la gestion et un meilleur contrôle de ces coûts-là, notamment de la facture des licences des logiciels. Et là, on va revenir, ça peut se faire notamment grâce au FinOps. Je ne vais pas le développer directement, mais les intervenants qui vont me suivre apporteront toute une attention et vous donneront des éléments à ce sujet. L'amélioration de l'agilité. Le mainframe est considéré comme un environnement monolithe avec des mises à jour qui sont plus ou moins complexes, souvent très complexes, et qui sont incompatibles aujourd'hui, dans certains cas, du moins avec des démarches agiles de type, par exemple, DevOps. Donc, les entreprises peuvent modulariser leur mainframe, revoir les cycles d'évolution, recourir à des API ou des services, des microservices tiers, reconfigurer l'architecture, sachant que les projets qui sont associés sont relativement complexes et difficiles à mener à bien, parce que dans certains cas, il n'est pas envisageable parfois de créer en fait ces interrelations. Il va falloir repasser dans le code, voire redévelopper. Et le troisième point, c'est la maîtrise du patrimoine, avec de plus en plus d'applications qui soient à gérer et sur lesquelles le département en charge du mainframe a parfois peu de visibilité quand elles sont en dehors de son périmètre, parce qu'elles peuvent être portées par des directions ou des services métiers. Donc, face à un déficit croissant en compétences autour du mainframe et au-delà des formations que peuvent délivrer des prestataires autour de cette thématique, les approches par l'observabilité peuvent aider à mieux comprendre et à cartographier le patrimoine existant et donc à cibler et à agir sur les leviers les plus prioritaires. C'est vraiment avoir par l'observation et la mesure, identifier les environnements, les applications sur lesquelles il va falloir porter le plus d'attention. Les chantiers, donc, en regard de ces défis sont nombreux et ils s'inscrivent vraiment pleinement dans un processus de modernisation. Ils conduisent à des actions précises
Et là, justement, ces actions vont être de plus en plus orientées vers des approches qui vont intégrer cette dimension FinOps. Donc, ces défis sont nombreux. Et d'ailleurs, je vais passer la main à Olivier en tant qu'expert sur ces sujets-là. Olivier, toi, tu considères aussi que le FinOps est au cœur des stratégies de modernisation du mainframe. Pourrais-tu nous éclairer sur ces stratégies et l'impact d'une approche FinOps particulièrement dans ce contexte? Alors, bonjour à tous. Alors, petite rectification, je ne me considère pas comme un spécialiste du mainframe, mais par contre, comme un praticien qu'on appelle souvent pour essayer de déterminer quelle est la bonne trajectoire pour régler le problème de la dette technique dans des grands comptes ou pour moderniser l'existant. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, hein, partout où je passe, c'est un vrai sujet. Alors, le mainframe, juste, je voulais partager avec vous comment les discussions ont évolué. Il y a 5-6 ans, on parlait beaucoup dans les stratégies de la suppression du mainframe. Hein. C'était encore un objectif qui était vu comme réalisable et comment dirais-je, réaliste. Aujourd'hui, on en parle un peu moins. Alors, il y a eu des expériences qui ont été tentées. Hein. Ça a été, pour celles que je connais en tout cas, plutôt complexe et quelquefois même douloureux. Hein. Voire il y a eu même des arrêts de ce genre de Big Bang. Et, et depuis on va dire ces 3 dernières années, en tout cas sur les dossiers sur lesquels j'ai travaillé, on a beaucoup plus parlé de projection du mainframe dans l'environnement de demain, hein, avec, suivant les entreprises avec lesquelles je discutais, une projection qu'on voyait pour les 5 ans à venir, les 10 ans à venir, voire les 15 ans à venir. Hein. Donc, cette stratégie de modernisation, elle a été un peu reconsidérée, repensée. Et puis, donc, on a fait le bilan. Donc, moderniser le mainframe, c'est quoi? C'est finalement le rendre un peu cloud compatible ou digital compatible. Il faut le rendre compatible au processus DevOps, il faut le rendre compatible avec du débordement sur le cloud. Et finalement, puisqu'on va vivre avec lui encore un certain temps, il faut en avoir une bonne maîtrise. Et là, je ne vais pas revenir sur des choses que vous savez déjà, parce que vous êtes tous des spécialistes. On sait qu'un des problèmes majeurs, c'est aussi un peu la perte d'expertise autour du mainframe, hein, avec des équipes qui commencent un peu à devenir problématiques en termes de quelles ressources pour maintenir cet asset qui est toujours stratégique. Et donc finalement, ce mot, on ne l'utilisait pas. La FinOps pour le mainframe, on ne l'utilisait pas. C'était lié à la culture du mainframe. Et puis ces 2 dernières années, la nécessité d'analyser l'usage des ressources plus finement, on a commencé à se dire, ouais, il faut faire du FinOps sur le mainframe. Il faut de toute façon, pour déterminer qu'est-ce qui est intelligent de faire dans cette stratégie de modernisation, il faut avoir une parfaite maîtrise de ce qu'on en fait aujourd'hui du mainframe. Et même si, on a mentionné tout à l'heure, même s'il a été décidé que, on ne redévelopperait plus des fonctionnalités stratégiques sur le mainframe, en tout cas, ce qui se passe, c'est que, compte tenu du fait que le back-office du business tourne sur le mainframe, on l'a interfacé, on l'a ouvert, on l'a interfacé avec ce que j'appelle le frontal digital, on l'a apaisé, par exemple. Et puis, on s'est rendu compte aussi que le mainframe, en l'ouvrant un peu sur le monde digital, et finalement, on l'a ressollicité d'une autre manière. Et là encore, il a fallu, ça a nécessité de réanalyser comment on sollicite le mainframe. J'ai vu des surprises, il y a des gens qui ont été surpris en apaisant le mainframe de se rendre compte que finalement, le mainframe était tout d'un coup sursollicité. Donc, vous voyez, il y a toute cette problématique-là qui nous amène à considérer que le FinOps, ce n'est pas le prérequis, mais en tout cas, c'est incontestablement un prérequis à cette stratégie de modernisation du mainframe. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, je laisse les experts vous en dire plus. Merci Olivier, bonjour à toutes et à tous. Ici, c'est Marc Béchy de Zetali. Et donc, moi, je vais aborder le sujet de la numérisation, mais sur l'angle de comment opérer un mainframe dans le monde de la numérisation. Et donc, la numérisation, finalement, ça implique de travailler avec l'ensemble de l'écosystème informatique de l'entreprise. Et les mainframers, donc ceux qui opèrent les mainframes, ne peuvent plus finalement gérer leur infrastructure sans une solution qui est en lien avec le reste du système d'information. Donc le développement et l'interconnexion du mainframe à des ressources externes, donc Olivier vient de l'illustrer, ça entraîne finalement
une perte de contrôle des équipes mainframe, et ces équipes mainframe ont besoin d'échanger avec les autres départements informatiques, avec les départements métiers, pour comprendre le comportement du mainframe et anticiper l'impact des activités externes au mainframe sur notre plateforme. Voilà. C'est un peu le contexte. Et donc, dans ce contexte, notre mission chez Zetali est de fournir une suite d'observabilité pour aider les équipes mainframe à répondre à ces problématiques. Donc, notre plateforme donc, est constituée, comme vous voyez à l'écran, de 4 solutions intégrées, accessibles à partir d'une interface unique. Donc, Zetali Service Intelligence qui traite de l'AIOps, Zetali Automated Capacity et Zetali Cost Control qui traite du FinOps, et enfin Zetali Resource Planning pour l'analyse prédictive et la planification des capacités. Et donc, dans une démarche FinOps, qui est le sujet d'aujourd'hui, nous accompagnons nos clients pour leur apporter une bonne compréhension de leurs coûts, c'est-à-dire leur permettre l'analyse des principaux facteurs de coûts, les moyens de les réduire, en faisant un focus tout particulier sur les coûts logiciels qui représentent 30 à 40% des coûts de la plateforme. Alors, l'analyse des données du système et leur corrélation avec les données de l'entreprise permettent à nos clients d'évaluer l'impact des performances du mainframe sur les résultats de l'entreprise et l'impact des autres systèmes sur les performances du mainframe. Et l'utilisation de tableaux de bord clairs pour partager l'information et communiquer entre les équipes permettent d'opérer efficacement la plateforme afin qu'elle contribue pleinement aux résultats de l'entreprise. La valeur ajoutée des tableaux de bord et de la BI réside dans leur capacité à présenter des données complexes sous une forme facile à comprendre. Et là, tout à l'heure, Olivier mentionnait le manque d'expertise. Donc là, on va aider nos entreprises en présentant des données complexes de manière simple, afin que finalement les utilisateurs puissent découvrir finalement des tendances, des anomalies. Un autre point fort de la BI, c'est qu'il permet de choisir les informations que l'on souhaite analyser. On utilise des fils pour cela et du coup, on accède à des informations très détaillées afin d'identifier d'éventuels problèmes. Donc l'introduction d'une solution d'analyse qui démocratise l'accès aux informations du mainframe permet de rétablir une coopération active et un dialogue entre les départements de la production informatique, les études et les directions métiers qui finalement vont recommencer à parler le même langage. Voilà. Donc les tableaux de bord qui défilent à l'écran, par exemple, vous permettent de comprendre ce qui est produit avec quelles ressources et quelle qualité de service. Donc là, nous avons à la fois une vue globale de la production de jour, de la production de nuit, une vue globale de la performance du mainframe et une vue détaillée de chaque sous-système, de chaque composant, et avec un système de filtre, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, qui permet d'analyser l'activité au niveau d'un service unique, d'une application. Et finalement, ce sont les applications et les niveaux d'activité qui vont induire les consommations et les coûts des ressources. Voilà. Donc, en ce qui concerne la partie purement FinOps, comme cela a été illustré par Emmanuel et Olivier, la plupart des organisations informatiques sont sous pression pour justifier leurs coûts auprès de leurs clients et auprès de leur direction. Voilà. Et paradoxalement, ces mêmes organisations sont souvent peu préparées pour produire des informations précises et détaillées des contributeurs de coûts, notamment celles des contributeurs de coûts de la production informatique. Et en outre, une part importante des dépenses est consacrée aux activités de run, et ce qui entraîne un manque de moyens pour investir dans des projets innovants. D'où un intérêt majeur d'être en capacité de réduire les coûts du run afin de dégager des fonds pour pouvoir investir. Donc pour relever ce défi, chez Zetali, nous accompagnons nos clients et nous les aidons à concevoir un système structuré et global de gestion des coûts de la plateforme mainframe. Donc, ce qui permet d'apporter une transparence des coûts, d'évaluer la rentabilité des services informatiques fournis et de garantir une gestion efficace. Donc, en ce qui concerne la transparence des coûts, il s'agit des coûts actuels, mais des coûts futurs, comme on peut le voir sur la diapositive, et du contrôle continu des indicateurs clés de performance, dont les coûts sont induits, comme on a vu dans les diapositives précédentes.
Et donc, nos solutions fournissent donc une vue synthétique des coûts, mais également la capacité à analyser finement les coûts, de dégager des tendances, d'identifier les principaux facteurs de coûts, de détecter des consommations et des coûts anormales, et de gérer les budgets et de fournir des services de showback, chargeback aux clients de la plateforme. Voilà. Et étant donné que je l'ai dit tout à l'heure que les logiciels représentent 30 à 40% des coûts du mainframe et que leur tarification, notamment la tarification IBM, est un sujet complexe, nous apportons en complément de ce que je viens de mentionner des solutions pour maîtriser les modèles de facturation, gérer correctement les engagements contractuels et comparer les différents coûts, les différentes tarifications logicielles. Voilà, j'en ai terminé sur ce qu'on est capable d'apporter au niveau de Zetaly et j'ai le plaisir de passer la parole à Karine Le Boulanger et Stéphane Rousset. Alors, dans le cadre de sa démarche FinOps, donc Orange a mis en œuvre donc un contrôle efficace de ses coûts logiciels. Et ce qui est intéressant chez Orange, c'est la création, en complément de ces économies réalisées, d'une communication efficace entre l'équipe mainframe et les études. Donc, Karine, Stéphane, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, merci. Donc, effectivement, depuis 2019, on a initié une démarche FinOps chez Orange et tout particulièrement sur le département mainframe, avec l'identification de quatre grands domaines que l'on pouvait travailler. Tout d'abord, la maîtrise de notre budget. Comme ça a été dit, c'est quand même le point stratégique pour le mainframe. Identifier également les leviers d'optimisation et les gains que l'on peut effectuer sur les ressources mainframe. Un troisième point qui est l'amélioration de l'efficience et de la plateforme de cette plateforme mainframe. Et enfin, une démarche qui commence à démarrer sur l'éco-responsabilité. Alors tout d'abord, sur la maîtrise budgétaire. Bon, de toute façon, toute personne qui travaille sur le mainframe est bien consciente c'est un très gros sujet, tout particulièrement sur les licences IBM, avec l'augmentation annuelle qui est en moyenne de 4%. Alors même cette année, elle est de 5%. IBM nous a fait ce gentil cadeau de Noël. Ce qui fait que voilà, alors qu'on a un périmètre constant applicatif, comme beaucoup de sociétés, les coûts du run augmentent. Ce qui pose un problème, d'autant plus qu'on est sur un secteur extrêmement concurrentiel et qu'on nous demande de faire des économies régulièrement sur le run. Donc il a fallu d'autant plus travailler ce sujet. On a également des usages qui continuent à croître sur ces plateformes-là. Et donc il faut absolument maîtriser notre facture MSU. Pour ce faire, on a fait le choix de la solution Zetaly, Zetaly Automated Capacity, qui est une solution de gestion capacitaire de nos mainframes et de la gestion du capping. Grâce à cette solution-là, on a pu maintenir notre budget IBM MLC constant depuis 3 ans, tout en absorbant une augmentation conséquente des appels de service sur nos plateformes, puisqu'on est à 20% de croissance en 2019 et en 2020. Pour donner un ordre d'idée, c'est un petit peu plus de 4 milliards d'appels traités annuellement. De plus, ZAC, donc la solution Zetaly, nous a permis d'identifier plusieurs axes et de commencer à travailler avec les métiers, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, tout particulièrement sur les flux et les grosses volumétries qui arrivent de manière aléatoire, de par le business ou éventuellement des campagnes marketing dont on n'est pas toujours au courant côté run. Il peut y avoir des accroissements extrêmement rapides sur les volumétries et les appels de service, et on est en difficulté jusqu'à présent. Et grâce à ZAC, on les maîtrise mieux et on peut plus travailler facilement avec le métier pour identifier les plages qui posent difficulté et orienter éventuellement les plages de marketing. On a également aussi la possibilité de voir plus facilement tous les accès sur nos plateformes, tout particulièrement les utilisateurs et tout ce qui est requêtage, pour pouvoir là aussi les cadrer d'une manière plus efficace et éventuellement les déprioriser en cas de difficulté ou de surcharge du serveur. Et donc tout ça, ça nous a permis de pouvoir absorber, comme j'ai dit, l'ensemble des volumétries qui sont en forte croissance. Un deuxième sujet qu'on a pu travailler grâce à la solution ZAC, c'est les projets.
comme l'a dit Marc, ces plateformes-là, elles ont quand même tendance à avoir des volumétries qui croissent et on doit mettre une certaine modernisation, de développer de nouveaux usages. Nous, il y a un gros sujet qui a été travaillé au sein d'Orange, c'est la transformation des appels de services qui travaillaient sur une technologie Tuxedo vers du Web Services pour développer les API, comme ça a été bien indiqué. Néanmoins, lorsqu'on a commencé à faire les premiers tests, on s'est rendu compte qu'on avait une très forte croissance de la CPU par rapport à ces appels de services. Alors, c'était dû à différents points, mais tout particulièrement sur la mise en place d'une sécurisation beaucoup plus importante sur ces nouveaux appels de services. Et donc, on était quand même sur une croissance de 50% de la CPU pour ces appels-là. Comme j'ai dit, vu qu'on a 4 milliards d'appels de services par an, voilà, c'est quelque chose qui nous mettait en grande difficulté. Donc, grâce à ZAC, on a pu identifier en fait les différents modules techniques qui engendraient cette surconsommation. Et grâce à ça, on a pu revenir à une situation nominale. Et là, aujourd'hui, on a une croissance maximum de 2% de la CPU par rapport à ces nouveaux usages. Et donc, on a réussi à parfaitement intégrer cette modernisation sans augmenter les coûts de la plateforme. D'autres éléments que peuvent nous apporter donc la solution Zetali, c'est côté batch. Alors, c'est ce que vous pouvez voir justement actuellement d'afficher. Hein. Donc, on a une très forte... Aujourd'hui, la consommation MLC sur le mainframe Orange, c'est durant la nuit, c'est le batch qui occasionne notre facture IBM. Et donc, on capait nos serveurs, hein, comme beaucoup de clients mainframe. Mais très rapidement, on se retrouvait avec un capping relativement fort qui faisait que le batch durait relativement longtemps. Donc là, sur le document que vous pouvez voir apparaître, en violet, vous avez donc une courbe avant ZAC, où on voyait que donc, notre batch, le plus critique, il a lieu entre minuit et 6 heures, et c'est là où c'est le plus chargé. On voit très rapidement que notre machine était capée là autour des 450. Et le batch terminait à peu près vers les 6 heures du matin. Et grâce à la solution ZAC, avec la même facture IBM, c'est la courbe verte, on voit que nos serveurs ont été totalement débridés durant la plage la plus critique, tout particulièrement entre minuit et 3 heures du matin. On a beaucoup plus de disponibilité CPU, ce qui nous donne l'avantage de terminer notre production en avance. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, on a gagné 1h30 sur nos traitements batch. Et donc, au lieu d'ouvrir les transactionnels à 6 heures du matin, aujourd'hui, on les ouvre très facilement entre 4h et 4h30, ce qui permet aussi d'ouvrir justement des API du monde de l'Internet et de rendre disponibles ces plateformes-là beaucoup plus tôt le matin. Troisième point, dont je vais laisser la parole à Karine, puisqu'on est en train de poker d'autres solutions Zetali. Oui, bonjour, Karine Boulanger. Donc effectivement, pour augmenter encore la performance de notre mainframe, nous sommes actuellement en cours de POC. Donc c'est vraiment, ça commence aujourd'hui, avec une présentation aux équipes de production et technique cet après-midi. Donc la solution, c'est Zetali Service Intelligence, ZSI, qui est une autre brique de Zetali. Cette solution va nous permettre de mieux comprendre les consommations, recueillir des informations plus fines, comme des informations sur l'activité des sous-systèmes, des modules de communication. On va descendre au niveau du fichier, de la mémoire. Ainsi, on va pouvoir savoir exactement ce que consomme notre applicatif. Effectivement, si on connaît davantage les ressources utilisées, on va pouvoir échanger avec des équipes de conception afin qu'elles ajustent au mieux pour diminuer en fait la charge CPU. On a déjà vu que des fois les requêtes nous arrivent et qu'une mauvaise requête peut engendrer une consommation jusqu'à 90% de surconsommation. Donc on a tout intérêt à travailler vraiment en parallèle avec eux. Donc les apports de ZSI, pour nous, c'est effectivement aussi le temps réel, hein, car c'est crucial, car quand on fait une modification, en fait, on peut voir tout de suite l'impact. Donc on est beaucoup plus réactif. Les informations techniques qui sont relevées sur le mainframe vont pouvoir être corrélées avec les informations techniques d'environnement tiers. Donc les tableaux de bord qui seront à notre disposition vont nous permettre de mieux comprendre les liens entre notre mainframe et l'extérieur. D'ailleurs, l'extérieur, voilà, après, il y a aussi la démarche dont tu as parlé, Stéphane, qui... L'éco-responsabilité. Effectivement, c'est un dernier axe qu'on commence simplement à travailler depuis cette année.
Comme beaucoup d'entreprises, la RSE est très présente et donc on nous demande de le travailler. Alors côté Orange, et d'ailleurs c'est le mainframe grâce à ces outils-là qu'on a été précurseur sur la démarche. L'idée, c'est pas de définir le coût carbone de la plateforme, parce que ça on peut facilement le faire, c'est d'identifier le coût carbone par acte métier. Parce que comme on l'a dit, on développe de plus en plus les API, enfin tout ça, ça semble être gratuit et facile d'usage. Néanmoins, c'est un coût pour la société et pour l'entreprise financier, mais aussi un coût carbone. Donc on a travaillé à essayer d'identifier les différents actes métiers que l'on pouvait identifier et derrière définir le coût carbone. Alors grâce à Zetali, justement, il y a plusieurs outils qui vont nous permettre de l'identifier, tout particulièrement de par la granularité que l'on a de ces différents outils. On va pouvoir identifier les différents items et techniques et applicatifs qui génèrent la consommation CPU. Et à partir de là, pouvoir faire un calcul extrêmement fin du coût d'usage d'un acte métier. C'est quelque chose qui nous est énormément demandé justement par nos métiers et par le marketing pour pouvoir voir comment développer ces nouveaux usages tout en ayant un coût carbone beaucoup plus important. D'ailleurs, pour donner un ordre d'idée, chez Orange, on est en train de mettre en place une démarche où pour des nouveaux projets applicatifs, il y aura un double budget, il y aura un budget d'infra et il y aura également un budget RSE et coût carbone qui justement seront jumelés. Donc voilà, cette démarche nous permet de rentrer dans ces nouveaux systèmes. Et on a aussi donc travaillé un autre item sur l'éco-responsabilité, c'est la meilleure gestion de nos environnements. Donc on est allé aussi assez finement sur les environnements de hors production, en diminuant de moitié nos pré-productions et également en donnant plus la main aux utilisateurs et aux développeurs. Pour vous donner un ordre d'idée, d'ici fin de l'année 2023, même si on a commencé à démarrer, on a mis en place tout un système qui fait que les utilisateurs, les développeurs auront la main sur leur environnement. Donc, c'est eux qui pourront démarrer leur DB2, leur transactionnel CICS, enfin tous les éléments nécessaires pour exécuter leur test. Et donc, par défaut, tous ces traitements-là seront automatiquement arrêtés le soir. Et le matin, suivant l'usage, ils pourront les réactiver d'une manière autonome, mais on pourra fortement diminuer l'impact de nos plateformes. Voilà pour notre dernier point, notre démarche RSE. Merci à tous. Emmanuel, je reprends la main pour conclure la table ronde, pas conclure complètement le webinaire. On a toute une série de questions que vous pouvez nous adresser et auxquelles nous ferons un grand plaisir de répondre. Alors, comme on vient de le voir, tout est loin d'être négatif. Il y a plein d'éléments qui sont très positifs dans les démarches qui ont été abordées. Bien sûr que le mainframe est sous stress, il y a besoin de le moderniser, mais il existe des solutions, il y a de nouvelles approches qui sont mises en place, il y a des outils qui existent pour répondre aux enjeux de cette modernisation du mainframe. Le FinOps outillé, puisque là c'est vraiment ce sujet, comment on peut outiller la démarche FinOps, est un axe de plus en plus privilégié par les organisations et le retour d'expérience d'Orange va dans ce sens. Donc tout le panorama et des retours d'expérience qui ont été évoqués là dans les 30 dernières minutes vraiment expriment la tendance qui est en train de se dessiner autour de ce sujet, et notamment sur la fin qu'a évoqué Stéphane, au-delà de l'approche en fait financière, c'est comment le FinOps peut aussi aider et accompagner à être plus éco-responsable, du moins à enclencher des démarches qui vont diminuer ou réduire, ou du moins mieux maîtriser l'impact environnemental du système d'information, et notamment du mainframe en collaboration avec les métiers. C'est-à-dire qu'aussi, ça leur permettra eux-mêmes d'agir sur leur propre développement. Alors, il nous reste... Là, je voudrais rajouter quelque chose, encore une fois, un petit peu la vision du praticien. Alors, effectivement, cette notion d'observabilité qu'on a mentionnée, elle est générale, et le législateur même, autour de l'approche green, nous prépare des choses qui vont nous forcer, nous obliger à être capables d'expliquer de manière très fine ce que l'on fait de l'usage de nos ressources IT. Et ça, c'est une vraie préoccupation. Je ne l'ai pas mentionné au début, mais dans toutes les stratégies aujourd'hui
de modernisation ou de gestion du legacy, il y a cette problématique de est-ce que je suis au bon niveau pour savoir ce que je fais de mes ressources actuelles. Donc ça vient encore, je veux dire, appuyer la nécessité de cette démarche FinOps sur le mainframe, qui est quand même un gros morceau. Oui, tout à fait, Olivier. Alors ça, effectivement, chez Advest, moi je regarde plus particulièrement ces aspects-là. Je croise la partie pratique et approche RSE, ESG, dont un grand pan qui est dédié à l'empreinte environnementale avec les nouveaux modèles du numérique, on va dire. Donc et le législateur, en fait, ça y est, c'est déjà là, en fait. Oui. C'est même pas, en fait, c'est même pas en préparation. C'est les lois, les réglementations au niveau européen et français, en fait, sont déclinées à différents niveaux. Sur la partie, effectivement, carbone, et pas que, hein, parce que le numérique, c'est aussi bien d'autres sujets. Sur la partie déchets, consommation en eau. Enfin, ça, c'est un autre débat, peut-être qu'il faudra l'envisager à une autre table ronde. Et moi, je reste convaincue qu'effectivement, dans les démarches, la partie FinOps peut aider, en fait. Ça, c'est très clair. On le voit qu'il y a une corrélation de plus en plus forte qui est associée, que ça peut aider, même s'il faut travailler sur d'autres paramètres après, en parallèle. Mais je crois que sur Zetali, vous avez commencé, enfin, je sais pas, on ouvre là le débat sur autre chose, mais c'était C'est-à-dire obligé. qu'effectivement, on a commencé à échanger avec Stéphane et Karine sur cette problématique. Effectivement, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit et qui fait partie de notre vision. Alors moi j'ai une question pour Zetali. Je fais toujours aussi dans les webinaires un peu la voix des Cripiens. Hein. Et alors, si on voulait évaluer un peu la performance et l'efficacité de cette solution, rapidement, avant de prendre une décision, comment on procède? En fait, nous, ce qu'on est capable, c'est notre démarche, c'est de proposer des pré-diagnostics. Donc, on demande à nos prospects de nous envoyer des enregistrements du mainframe, et à partir de là, on va être capable d'analyser en fonction des solutions, pour Zach, d'analyser les gains potentiels, et pour ZSI, effectivement, de mettre la solution dans le contexte du client et de montrer finalement le premier comportement du mainframe sur une période pour ZSI d'une semaine à un mois, et pour Zach, on fait une période d'un mois qui est en fait le cycle de facturation d'IBM. Et donc ça, on demande juste au client de nous envoyer ce qu'on appelle les records SMF, et à partir de là, on analyse. Donc, et on restitue. On peut faire cette évaluation très simplement à moindre effort, en fait. Hein. Oui, alors du côté du prospect, il faut effectivement extraire ces données et nous les envoyer. À partir de là, nous, on travaille de notre côté et on restitue. Et là, une autre question à Marc et à Stéphane. Vous avez quelques chiffres un peu à partager en termes de résultats obtenus, juste pour donner envie d'y aller? Oui, la solution Zach, on peut rapidement expliquer le contexte. Donc nous, effectivement, on l'avait installé, on a voulu faire un POC pour identifier la solution. Alors au départ, on voulait plutôt faire ça sur des environnements de test et de développement. Et en fait, la solution est tellement simple à installer et rapide qu'au bout de 3 jours, on a basculé sur la production. Et durant le POC, on a fait un gain économique sur la facture IBM. Donc c'est bien. Le POC, c'est gratuit, mais on a déjà fait un gain. Donc, grâce à Zach, on a pu absorber ces 2 dernières années les 4% d'augmentation IBM. Donc, sachant qu'on parle de millions d'euros, donc voilà, c'est plusieurs, je ne peux pas donner les chiffres, mais c'est plus de 300 000 euros que l'on a économisé sur ces 2 dernières années grâce à la solution et sans rien changer, en ayant une meilleure performance, comme j'ai expliqué, sur le batch, une meilleure réactivité sur les transactionnels et une maîtrise complète de notre budget. Donc oui, c'est très bénéfique. Le ROI rapidement obtenu. Ah oui, le ROI, on l'a eu en quelques mois. Oui, ça a été, c'est le premier produit où le ROI est aussi rapide que ça. Oui, ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions sur la plateforme? Je ne sais pas, Caroline, tu as eu des remontées? Léa? Pour l'instant, on n'a pas de questions, mais j'ai quelques personnes en fait qui n'ont pas pu se joindre à nous. Et du coup, j'ai des questions qui m'ont été transmises par mail. Alors, du coup, j'en ai une maintenant que vous avez mis en œuvre Zetali Automated Capacity. Est-ce que vous avez d'autres projets? Oui, comme l'a indiqué Karine, effectivement, il y a une deuxième solution, ZSI, qui est en cours de POC, je suis en présenter aux équipes cet après-midi le POC pour qu'ils puissent commencer à l'utiliser. Donc effectivement, oui, on a
on continue à développer les solutions Zetali au sein du mainframe d'Orange. Sachant qu'en plus, il y a des liaisons entre chaque outil, hein, puisque Zach aussi va pouvoir remonter des informations dans ZSI. Donc oui, on continue cette démarche et l'outillage avec Zetali. D'accord, merci. N'hésitez pas à poser vos questions donc, dans le chat, comme vos micros et caméras sont coupés. Voilà, je fais une petite piqûre de rappel pour les personnes qui nous ont rejointes en cours. Et j'ai une autre question qui rejoint un peu la question que Olivier Dersch vous a posée tout à l'heure. C'est si je devais évaluer donc l'efficacité de votre solution, est-ce possible, premièrement, et comment vous procédez? Donc, effectivement, c'est possible. Et en fait, le modèle d'engagement, il est assez simple. Hein. Suite à une présentation produit, dès qu'il y a un intérêt, finalement, on demande aux prospects de nous envoyer des données techniques. Et à partir de ces données techniques, nous, on va réaliser, dans le cas de ZAC, ce qu'on appelle une simulation, qui est en fait un pré-diagnostic du niveau d'économie que le client serait capable de réaliser. Et au niveau de ZSI, là, on a de la même manière, on va intégrer les données du client dans notre solution, dans notre centre informatique, et on va restituer, en fait, on va montrer en fait finalement l'ensemble de la solution avec les données du client, et donc finalement traduire en fait ces données techniques en données simples pour que le client comprenne finalement mieux comprenne ce qui se passe dans son environnement de manière simple. Voilà. Donc ce sont des démarches relativement légères qui demandent de la part du client l'envoi des données, et le travail est fait chez nous, quoi. D'accord, merci beaucoup. Du coup, on a respecté pile le timing. Moi, de mon côté, je souhaitais vraiment remercier donc tous les intervenants qui sont intervenus pour cet événement, pour ce webinaire, pour cette table ronde, sans qui, sans vous, ça n'aurait pas pu avoir lieu. Je souhaitais aussi remercier nos participants. Pour les participants, vous pouvez donc nous retrouver pour d'autres webinaires dès demain et pour des événements physiques aussi entre cette semaine, la semaine prochaine en digital et la semaine d'après en physique. Enfin voilà, vous avez tout le programme sur le site du CRIP. Et je laisse aussi un petit mot à nos intervenants, s'ils le souhaitent, un petit mot de conclusion. Merci à tous de nous avoir écoutés sur ce sujet passionnant. Je crois qu'il y a un document aussi qui est écrit, plutôt rédactionnel, donc en complément du webinaire, qui peut venir l'étoffer, qui sera sur lequel tous là autour de la table, nous avons contribué, participé. Je crois que Zetali va vous le communiquer. Sinon, de mon côté, je vous souhaite une très bonne journée à tous et à bientôt pour un prochain sujet. Au revoir. Merci, au revoir.